retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous prendrons la direction de Paris pour débuter cette édition. Paris où a été célébrée la Journée mondiale de l'océan à l'UNESCO, et ce en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Nous vous emmènerons à bord du Planète Solar, le plus grand catamaran solaire au monde fait actuellement escale à Marseille. Coup de projecteur sur cette soirée ciné-concert organisée par les archives audiovisuelles de Monaco et l'Orchestre Philharmonique le 14 juin prochain. Et enfin, les derniers imprévus de la saison à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Mais avant de développer ces titres, retour sur l'arrivée du Yersin dans le port de Monaco lundi soir. Ce navire de 77 mètres est un véritable concentré de technologies innovantes pour voyager, explorer et enseigner. Sa vocation se veut d'ailleurs scientifique et pédagogique, une initiative encouragée par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Nous restons dans le domaine de l'environnement. Lundi était célébrée la Journée mondiale de l'océan à l'UNESCO, une édition 2015 toute particulière à l'aube de l'organisation de la COP21 en fin d'année à Paris. Le prince Albert II ainsi qu'une délégation monégasque avaient fait le déplacement. Retour sur les enjeux de cette manifestation avec Alexandra Pani et Serge Prémont. À 6 mois des négociations climatiques qui s'ouvriront à Paris en décembre prochain, la Journée mondiale de l'océan, célébrée lundi, était l'occasion de lancer un appel en faveur d'une meilleure prise en compte de l'océan dans les négociations sur le climat. Cet appel reprend les recommandations formulées par des représentants du monde scientifique et de la société civile. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a rappelé l'importance des océans dans les discussions sur le climat, qui, rappelons-le, couvrent près de 70% de la surface de la Terre. Nous travaillons dans beaucoup de régions du monde. Nous faisons ensemble le plaidoyer pour que l'océan soit intégré dans les visions pour l'agenda post-2015, pour le futur de développement durable, parce que sans océan, nous ne pouvons pas résoudre ni les problèmes du climat, ni les problèmes de développement durable. Et ici aujourd'hui, parce que l'UNESCO est à travers la commission intergouvernementale océanographique, nous sommes très investis dans la science de l'océan. Nous avons créé il y a un an une plateforme océan et climat, et c'est la base aussi de cette journée aujourd'hui, d'avoir des échanges, des rencontres des scientifiques, des décideurs politiques, des diplomates, aussi du secteur privé, de voir comment nous pouvons assurer cette durabilité de l'océan. À travers des ateliers et des tables rondes, cet événement a permis de rassembler des experts scientifiques, des décideurs politiques, mais également la jeunesse, autour d'un même objectif, attirer l'attention sur l'impact des océans sur la régulation du climat. Il s'agissait aussi de mobiliser la communauté internationale en faveur d'une gestion durable de l'océan. Je crois que dans ce domaine, le prince souverain donne l'exemple depuis de nombreuses années, dans la mesure où il a souhaité que cette question des océans soit rajoutée à la COP21 et que ce soit un des sujets importants dans la problématique générale du réchauffement climatique. Et c'est bien qu'aujourd'hui l'UNESCO, qui s'occupe d'éducation, qui s'occupe de jeunesse, puisse aussi également s'intéresser à cette question fondamentale. Il y a deux choses importantes. Le prince vient à l'UNESCO en visite officielle. Il a accepté l'invitation de Mme Bokova pour cette journée et on comprend tout à fait pourquoi. Et deuxièmement, il va certainement là pouvoir s'exprimer et justement dire ce qu'il pense sur la nécessité de prendre en compte l'océan dans sa totalité, dans l'équilibre du monde. Et pour nous, en plus, à l'UNESCO, ça a du sens puisque nous sommes tellement impliqués ici d'ailleurs dans tous les ateliers, aussi bien le centre scientifique que l'AIEA. Donc on a des intervenants qui viennent de Monaco. Nous on est ravis, c'était l'occasion qu'il ne fallait pas rater cette année avec la COP21. Mais ce matin déjà, le ministre français, M. Fabius, a annoncé qu'une part serait faite pour pouvoir entendre les scientifiques sur tout l'intérêt qu'il y a à ménager l'océan dans l'avenir. Avant la cérémonie de clôture, le prince souverain, accompagné d'une délégation monégasque, a été reçu par la directrice générale de l'UNESCO. Il a ensuite pu rencontrer de hauts représentants de petits États insulaires, et notamment le président des Palaos.
Lors de son discours, le prince Albert II a réitéré son plein engagement dans les négociations actuelles, que ce soit pour le statut de la haute mer ou dans l'adoption d'un objectif de développement durable spécifique à l'océan. À l'heure où les moyens techniques nous permettent d'exploiter les océans à une échelle inédite, il est plus que jamais nécessaire d'encadrer strictement les activités humaines. C'est l'un des objectifs à atteindre dans les négociations sur le statut de la haute mer. Mais la responsabilité des organisations multilatérales, au-delà des sujets propres aux océans, porte aussi plus globalement sur la question climatique qui les impacte très lourdement. Ainsi, le changement climatique induit la montée des eaux, le réchauffement océanique et la fragilisation des écosystèmes. Et par ailleurs, les phénomènes climatiques extrêmes frappent les côtes et affectent les activités maritimes dans de nombreuses régions. Enfin, l'acidification des océans, notamment mise en lumière dès 2009 par la déclaration de Monaco, a d'ores et déjà des effets très graves sur certaines espèces et certains écosystèmes. À l'issue de cette journée, l'appel de Paris a été présenté aux hauts représentants présents sur place. Cet appel souhaite mettre en avant la protection des écosystèmes marins ainsi que l'intégration des projets de gestion durable de la biodiversité marine dans les mécanismes de financement climatique. Chacun peut dès aujourd'hui signer cet appel sur le site internet change.org. Des ateliers et des tables rondes étaient organisés lors de cette journée mondiale de l'océan à l'UNESCO. Parmi les intervenants présents, on pouvait retrouver Denis Allemand, le directeur scientifique du CSM, revient sur les impacts socio-économiques du changement climatique. On s'aperçoit que les océans jouent un rôle majeur dans de très nombreux domaines, déjà dans la régulation du climat du globe, mais également jouent un rôle majeur pour l'économie humaine. D'abord par la pêche, l'aquaculture, donc la production de nourriture pour l'homme, également pour la protection des côtes, pour les activités touristiques. Quand on voit l'attrait des zones touristiques comme la Méditerranée par rapport au nord de l'Europe, on voit vraiment l'intérêt de ces écosystèmes. Et on s'aperçoit que les changements climatiques affectent fortement les océans et donc tous ces services fournis à l'homme. Les océans sont souvent oubliés dans ces discussions. Ce qu'on espère, ce qu'on voit déjà, on est en train de finaliser un article scientifique qui montre que tous ces biens et services qui sont fournis par les océans à l'homme sont déjà impactés, déjà aujourd'hui sont impactés. On s'en aperçoit quand vous avez des zones, quand il y a eu les phénomènes de mortalité il y a quelques années en Méditerranée d'invertébrés marins, on s'aperçoit que les plongeurs vont moins sur les sites impactés. Donc il y a un attrait touristique plus faible. Et c'est aussi vrai sur les récifs coralliens, où là c'est des kilomètres carrés qui sont touchés lors d'épisodes de blanchissement. Donc on s'aperçoit que dès maintenant, dès l'émission actuelle de CO2, on s'aperçoit que ça impacte déjà les services offerts par les océans. Donc ce qu'on espère lors de la COP21, c'est de limiter au maximum les émissions de CO2, de se limiter au scénario le plus bas possible d'émissions de CO2. Et direction Marseille à présent. La semaine dernière, vous avez pu suivre sur notre antenne la MEDCOP 21, un forum méditerranéen auquel a participé le prince Albert II et François Hollande. Lors de ce déplacement, les deux chefs d'État ont d'ailleurs pu découvrir le plus grand catamaran solaire au monde. Visite guidée avec Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Depuis le quai de la Joliette, situé sur le vieux port de Marseille, les passants ont pu apercevoir les 512 mètres carrés de panneaux solaires du célèbre catamaran Planète Solar. Cet impressionnant navire qui a effectué le tour du monde de 2010 à 2012, alimenté uniquement par énergie solaire, a effectué une escale à Marseille à l'occasion du Forum méditerranéen sur le climat. Ce bateau est particulièrement connu à Monaco puisque à l'origine, il a été fait, sa première mission c'était de faire le premier tour du monde à l'énergie solaire. Il est parti de Monaco, il est arrivé à Monaco. Et dès le début, on avait pensé que ce bateau devait avoir une deuxième vie. Bon, parce qu'on aurait pu faire le tour du monde, mais après on faisait quoi? Et le bateau a été conçu dès l'origine pour cette deuxième vie, c'est-à-dire qu'il a été fait plus grand, peut-être plus lourd, donc un peu moins rapide, mais avec la capacité d'embarquer des passagers. Et maintenant nous sommes dans cette deuxième vie, et le bateau est dévolu à des croisières scientifiques, on va dire. C'est-à-dire que nous embarquons des scientifiques et nous avons différents thèmes, en général en rapport bien sûr avec l'environnement, et le bateau sert de plateforme pour ces études scientifiques.
Amarré en face de la Villa Méditerranée, le plus grand catamaran solaire au monde a endossé une nouvelle fois son rôle d'ambassadeur des énergies propres en accueillant des conférences et des événements à son bord. Depuis le 27 septembre 2010, date de son départ du Tour du monde débuté à Monaco, Planète Solar a effectué pas moins de 4 expéditions. En 2013, c'était dans le Gulf Stream, dans l'Atlantique Nord, des études sur l'influence du Gulf Stream sur le climat. Donc vous voyez qu'on est en plein dans le sujet. Et puis l'année dernière, on était en Grèce et là on a fait de la bathymétrie, c'est-à-dire de la cartographie des fonds sous-marins en cherchant des traces de cités préhistoriques avant la montée des eaux. Donc là encore, c'est lié au climat. Et maintenant, la prochaine mission, dans un an, nous partirons pour l'Amérique du Sud et notamment la région de Rio. Avant cette prochaine mission, Planète Solar regagnera la Bretagne où il subira des travaux de maintenance et quelques transformations. Ces modifications viseront à rendre le navire opérationnel pour sa prochaine expédition, axée autour de la problématique de la pollution des plastiques dans les océans. Le public pourra retrouver cet impressionnant navire à l'occasion de la COP21 à Paris. Retour en principauté, l'ancien chef de gouvernement italien de 2011 à 2013, Mario Monti, était à l'hôtel Hermitage pour donner une conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation. Son thème, l'Union européenne entre intégration et désintégration. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Il y a en ce moment vraiment deux séries de forces l'une contre l'autre armées, pourrait-on dire. Et je crois que l'intégration fait encore des pas en avant, notamment après la crise financière dans l'eurozone. La politique économique commune a fait plusieurs pas en avant. Mais en même temps, il y a deux possibilités explicites et bien identifiées de désintégration. C'est le Grexit et le Brexit, donc la Grèce qui pourrait sortir de la zone euro et le Royaume-Uni de l'Union européenne. Et sur ces deux facteurs spécifiques, je suis plutôt confiant et optimiste pour des raisons qu'on pourrait approfondir. Donc je ne crois pas que cela va déclencher une désintégration en Europe. Mais je suis plus concerné par toute une série de mouvements dans la profondeur de nos États membres, de nature nationaliste et populiste, qui, eux, sont vraiment l'antithèse, l'opposé de l'intégration. Et puisque tous nos systèmes politiques, petit à petit, se transforme avec un grand rôle pour le court-termisme, pour la simplicité des messages. Pour gagner des élections, il faut avoir des slogans qui ne demandent pas plus que 10 secondes. Eh bien, tout cela va créer un avantage spécial pour ceux qui sont contre l'intégration et qui plaident les fermetures, le protectionnisme, alors que la cause de l'intégration est beaucoup plus complexe. Parlons de cette soirée à présent. Le 14 juin prochain, les archives audiovisuelles de Monaco, en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, vont projeter à la salle Garnier un film muet intitulé Folie de femme. Cette soirée se voudra exceptionnelle. Fabien Bonilla vous explique pourquoi. Un monument du cinéma muet tourné par Erich von Stroheim en 1921, sorti en 1922. Folie de femme a été pour l'époque le premier film à gros budget, $1 million, 1 an de tournage, 320 bobines alors que pour un film à l'époque il en fallait moins d'une dizaine. L'action se situe à Monte-Carlo, pourtant ce film n'a pas été tourné à Monaco. Les décors ont été reconstitués en studio sur la côte californienne par Universal. C'est une histoire assez compliquée, l'histoire d'un faux comte russe immigré à Monte-Carlo et qui, avec deux intrigantes, essaye de détrousser les fortunes qui se trouvent à Monaco à cette époque. Alors le film a un côté très ironique puisque
À la fois, il traite de la cruauté du monde et en premier lieu de l'être humain, corruptible, sale, méchant. Et en même temps, il y a un décalage ironique parce qu'Eric von Stroheim est très conscient de cela, et il y a même des petites notations qui font sourire dans le film, mais le propos est assez cruel. La projection de ce film dans la salle Garnier constitue une première à double titre. La première, c'est que va être projetée une restauration de la Cineteca di Bologna que l'on a fait tirer expressément pour la projection. Et la deuxième raison pour laquelle c'est un événement, c'est que l'Orchestre Philharmonique, qui va accompagner ce film, va jouer une partition musicale qui a été commandée par l'orchestre à un compositeur qui s'appelle Marco Taralli. Donc c'est une première mondiale. Folie de femme dure 1h40 et sera projetée en exclusivité le dimanche 14 juin à 18h dans la salle de l'Opéra Garnier. Il s'agit d'un véritable moment de complicité entre les danseurs des ballets de Monte-Carlo et un public d'invités privilégiés. Les derniers imprévus de la saison ont été présentés le week-end dernier à l'atelier des ballets. Jean-Christophe Maillot avait choisi des extraits d'Entrelacs, une pièce créée par la compagnie en 2000. Il a également révélé quelques surprises. José Sacré vous en dit plus. Ce soir, vous rentrez vraiment dans le studio de répétition. Pour ces derniers imprévus de la saison, Jean-Christophe Maillot joue les showman, fort bien d'ailleurs, et présente au public une séance de travail de la compagnie des ballets de Monte-Carlo sur une pièce créée en 2000, jamais reprise depuis, Entrelacs, musique de Yann Marèche. On me pose souvent la question, en fait, finalement, d'où vient l'inspiration, quelle est la source, finalement, de la création chorégraphique. Alors c'est vrai que ça peut être une œuvre littéraire, mais ça peut être aussi, et chez moi souvent, la musique. C'est-à-dire essayer de révéler la partition musicale avec les corps. Finalement, quand on regarde une partition musicale, c'est une graphie. On peut voir l'écriture sur une partition. Et si on considère que le cadre de scène est l'équivalent d'une peinture, on peut imaginer qu'on puisse, dans l'espace, créer l'équivalent de la partition musicale pour donner au spectateur la possibilité de visualiser finalement ce que peut être la musique. Alors parfois la musique, elle nous suggère quelque chose d'émotionnel, voire de sentimental, et parfois elle nous suggère aussi simplement une structure, d'essayer de voir comment je l'aperçois, comment je l'entends, et de voir si éventuellement le public peut s'identifier et peut peut-être aussi percevoir et comprendre la musique de manière différente en la voyant. Voilà. Donc c'est à la fois un exercice et de l'autre côté c'est un vrai plaisir parce que je suis passionné par la musique, je suis passionné par ce rapport d'écriture à la musique, et c'est aussi une occasion de permettre aux danseurs d'énormément travailler la finesse de son vocabulaire, comment il va avec délicatesse comprendre, révéler et l'obliger aussi, non pas simplement à entendre la musique, mais je leur demande de devenir eux-mêmes les instruments. C'est-à-dire que je veux qu'on ait l'impression que ce qu'on entend comme vibration musicale passe au travers des corps. Pour la première fois au cours de ces imprévus, Jean-Christophe Maillot a demandé aux spectateurs d'exprimer leur choix à propos de l'interprétation par 3 couples de danseurs du même extrait d'Entrelacs. Mais le problème de fond, c'est que comme à un moment donné, l'œuvre m'appartient avant tout, il est vrai qu'à un moment, je décide ce qui me semble proche. Mais je conçois bien que ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour l'autre. D'où la raison pour laquelle, j'ai mis beaucoup d'années pour le faire, on décide à un moment de mettre plusieurs distributions. Jeroen Verbruggen, ancien danseur de la compagnie, devenu chorégraphe, il a triomphé à Genève en novembre dernier dans sa version de Casse-Noisette, prépare pour les ballets de Monte-Carlo True and false unicorn. Ce qui veut dire la vraie et la fausse licorne. Why?
travaille avec les danseurs et on est en train de faire un nettoyage de tout ce qu'on a déjà fait. Et c'est toujours la partie un peu qui prend plus de temps parce qu'on crée et après il faut nettoyer en fait. C'est bien parce que même si à Genève, je suis arrivé dans une compagnie où je connaissais personne, donc il y a plein de choses positives quand même parce on part de zéro et on n'a pas aussi besoin de se prouver dans certaines façons. Mais quand même, quand je reviens ici, je me rends compte aussi, il y a beaucoup de danseurs qui ont déjà travaillé avec moi avant. Et c'est hallucinant, c'est pour la première fois que je me rendais compte qu'en fait, il y a plein de choses déjà qu'eux ils comprennent, que je ne dois pas réexpliquer. Donc c'est hyper... c'est génial. Merci. Bravo. Super. Voilà, ça c'est un beau moment, c'est rare, et j'espère que ça vous donnera envie de venir voir le spectacle au mois de juillet. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Regardons ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Le soleil sera présent par intermittence mercredi. Les températures seront stationnaires. Il fera 24 degrés le matin et 26 l'après-midi. Le temps sera assez ensoleillé. Le mercure sera en hausse jeudi. Le soleil se fera plus hésitant vendredi avec l'apparition de quelques nuages orageux. Le début du week-end s'annonce mitigé avec un ciel partagé et un risque d'averse. Les températures seront en légère baisse avec un maximum de 25 degrés samedi. Avant de refermer ce journal, sachez que la Principauté était à l'honneur ce mardi à l'exposition universelle de Milan. À cette occasion, retrouvez sur notre antenne une édition spéciale qui reviendra sur les temps forts de cette journée à laquelle a participé le prince Albert II. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Monaco Info.